Et moi, il y a quelque chose qui m'insupporte dans la relation client aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'applications que je citerai pas, mais où j'ai plus de relation client. J'ai juste un chatbot qui en fait, une fois sur deux, me donne pas la bonne réponse. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont servis un petit peu de l'IA pour totalement supprimer le service client. Ouais. On avait une promesse qui était l'IA va vous répondre en temps réel. En fait, on se retrouve avec juste plus de service client. C'est insupportable. Le risque zéro en matière d'IA générative n'existe pas aujourd'hui, faut en être conscient. Automatiser pourrait laisser penser que l'IA générative peut faire tout à la place de l'humain, là où je préfère le terme assistance, en réalité, de loin, par rapport à ce sujet de l'automatisation. Le Graal qu'on cherchait déjà depuis plusieurs années, puisqu'on utilise l'IA, comme je le disais tout à l'heure, pour traiter des flux entrants et notamment des flux audio, des flux téléphoniques, je me suis dit là, on tient quelque chose d'énorme. En 2024, une grande entreprise française a fait un choix fort, plutôt de confier sa stratégie data IA à un cabinet de conseil. Elle a tiré au sort 30 de ses salariés afin de pouvoir produire des recommandations. 39 sont sorties, 38 recommandations ont été choisies et avec un mandat fort, le fait que malgré l'émergence de l'intelligence artificielle, aucun poste ne sera supprimé. Cette entreprise, c'est la Maïf et aujourd'hui, je suis avec Thierry Champeroux qui est CDO et directeur data IA à la Maïf. Thierry, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous présenter un petit peu ce que c'est que ton poste et aussi ce mandat d'assureur militant que porte la Maïf? Donc alors effectivement, comme tu l'as indiqué, je suis directeur de la data et de l'IA et CDO du groupe Maïf. Ce sont deux casquettes un petit peu différentes. Directeur de la data et de l'IA, ça veut dire que j'ai sous ma responsabilité les compétences autour de la data et de l'IA qui travaillent pour l'ensemble des différents métiers d'entreprise. Ça réunit principalement des compétences autour de la data analyse, globalement tous les outils d'analyse, de pilotage par la donnée, les tableaux de bord, les outils de mesure, depuis les collaborateurs jusqu'au niveau de direction. Ça réunit également les métiers data engineer, donc plutôt les collaborateurs qui ont des compétences autour des outils, de l'ingénierie, de développement des solutions data et IA. Et puis enfin, ça réunit les data scientists, donc qui travaillent sur le développement de modèles d'intelligence artificielle pour les modèles que nous développons en interne. Mais ceci dit, nous utilisons évidemment des modèles du marché ou des modèles open source principalement. Voilà, donc ce sont un peu plus de 200 collaborateurs, près de 250, pour moitié internes, pour moitié externes, qui travaillent sur ces différentes solutions analytiques ou d'intelligence artificielle. Ok, super clair. Grandes équipes. On parlait en introduction, donc la Maïf a un mandat assez fort sur l'assureur militant et donc la place de l'humain. Comment est-ce que déjà, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça signifie et comment ça s'inscrit en fait dans les projets data IA? Alors, mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, ça veut dire mettre au cœur de finalement notre stratégie, notre manière de travailler, les enjeux de ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire nos sociétaires en premier lieu, et puis en second lieu, ou peut-être à la même place d'ailleurs, les collaborateurs, finalement au cœur de notre stratégie, avec cette idée que finalement, la data et l'IA singulièrement n'est d'abord qu'un outil au service finalement de ces enjeux humains et au service de la relation de nos sociétaires et au service de nos collaborateurs pour opérer leurs tâches au quotidien. Voilà. Okay. Je pense qu'effectivement cette notion d'outil, elle est importante et l'outil aujourd'hui, même peut-être historiquement, il est utilisé de quelle manière, quels sont les grands cas d'usage aujourd'hui? Alors de l'IA à la Maïf, on en fait depuis près de 10 ans. En vrai, on parle plutôt d'IA conventionnelle. Si j'essaie de distinguer l'IA générative, donc qui a émergé depuis 2022, l'IA conventionnelle, ça consiste à finalement apprendre par nos données globalement pour créer des modèles qui ensuite nous servent à différents cas d'usage. Alors les plus importants en termes d'activité ou d'impact dans notre entreprise, c'est sans doute
tous les modèles d'intelligence artificielle qui nous servent à traiter des flux entrants. On parle là des flux téléphoniques, des flux de messagerie, de mail. Donc on utilise ces modèles d'intelligence artificielle pour qualifier ces flux entrants, pour identifier quels sont les éléments de contenu de ces messages, de ces flux entrants, pour mieux les prioriser, pour mieux les qualifier et les router vers les compétences disponibles et on va dire compétentes pour traiter le flux concerné. C'est un exemple. Enfin, ce sont notamment ces typologies de traitements qui sont parmi les plus emblématiques chez nous. Mais on a près d'une cinquantaine de services d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui déployés en production. Et tu disais ça une dizaine d'années. Il y a notamment donc la Data Factory qui a émergé en 2017 avec des projets phares sur le traitement des emails. Avec moi je notais aujourd'hui 15 000 emails traités par jour, 84% de routage correct. Donc comment est-ce qu'a débuté un peu la mise en place de la Data Factory? Tu parlais de 50 cas d'usage. Comment tout ça s'est mis en place et comment ça fonctionne? Alors à l'origine, la Data Factory, c'est finalement la transformation d'un plateau qu'on avait constitué il y a près d'une quinzaine d'années à l'occasion de ce qu'on avait appelé le schéma directeur opérationnel, qui consistait à refondre l'organisation de nos réseaux. Et à cette occasion, on avait besoin de construire, de remettre à plat tous nos tableaux de bord de pilotage de l'activité de nos réseaux, de notre réseau de relations sociétaires. Et donc, on avait réuni sur un plateau des compétences de différents métiers. Alors, pas de tous les métiers, mais du métier du marketing, de la tarification, de la relation sociétaire, enfin, différents métiers, de la DSI, évidemment. Et puis on a réuni toutes ces compétences pour repenser nos outils de pilotage, nos analytics principalement à l'époque. On parlait moins d'intelligence artificielle, là je parle là de 2011-2012. Et donc ça a été, on va dire, le premier embryon, la genèse de ce plateau, qui effectivement au fil du temps s'est transformé en Data Factory en 2017 effectivement. Et puis ensuite en 2000, alors j'ai plus la date exacte, vers 2019 en direction Data IA, où là cette fois-ci on a rattaché hiérarchiquement finalement ces compétences au sein d'une seule et même direction, là où auparavant les collaborateurs restaient rattachés à leur direction d'origine en fait. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte que la genèse de la data et de l'IA, c'est beaucoup d'analytics, de tableurs Excel, et d'abord cette logique de data-driven qui a été forte pendant 10 ans, d'être capable de capter tous ces signaux faibles de data pour les exploiter, prendre des décisions, et qui est en train ensuite, qui a peut-être ensuite passé par le machine learning pour faire des prédictions, et par-dessus l'IA générative. Et tout ça, ça s'est pas construit en un jour, donc ça fait des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais en tout cas une dizaine d'années que vous travaillez sur ces sujets. Ah oui, et même plus que ça, une société d'assurance, c'est avant tout être en capacité de prévenir, de prévoir, et donc ça veut dire modéliser. On parlait pas de data science, mais en réalité le métier d'actuariat, qui consiste à essayer d'établir des équations tarifaires, ça consiste de toutes les manières à essayer de modéliser notre perception de la sinistralité, des risques, de notre portefeuille de risques, et donc c'est un sujet qui est dans l'ADN de toute société d'assurance depuis le départ. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement une certaine maturité là-dessus, mais effectivement avec l'émergence de l'IA, et du reste on l'oublie un peu trop souvent, on ne fait pas d'IA sans données. La data est au cœur globalement de l'apprentissage de nos modèles, à partir desquels derrière on peut effectivement construire des solutions sur des finalités d'usage qui peuvent être très très diverses finalement. Et moi, quand j'ai débuté en 2015, on n'avait pas le droit de parler d'intelligence artificielle parce que c'était pas assez concret. Aujourd'hui, c'est un buzzword, mais en fait, avant, ça voulait rien dire. On faisait des modèles, on faisait des algorithmes, mais on parlait pas d'IA.
c'est un peu ce ChatGPT qui a tout basculé, qui a rendu le mot fancy. Et donc j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur 2024, donc le début de la mise en place un peu de l'organisation autour de l'IA, et donc cette démarche que vous avez faite qui était quand même fort de sélectionner des salariés, de faire une démarche, de les écouter pour mettre en place des actions concrètes. Est-ce que tu peux en parler? Oui, alors en fait, l'aventure de l'IA générative a pas démarré en 2024, hein, puisque ChatGPT c'est plutôt fin d'année 2022. Et donc dès le mois de décembre, hein, en vrai, dans nos labs, on a commencé à regarder ce que ça donnait, et c'est vrai que j'ai été, pour ma part, mais bluffé par les premiers résultats, même si à l'époque c'était encore un peu, quand on regarde l'évolution depuis 4 ans, finalement, c'était presque préhistorique, mais juste, je t'interromps juste pour une toute petite question intermédiaire, c'est que j'aime bien te demander un peu, est-ce que tu te souviens un peu de la claque, la première fois où tu t'es pris un peu cette claque d'IA générative? Parce que souvent, moi par exemple, je m'en souviens, et souvent c'est assez marrant la première fois. Alors moi, bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai joué avec ChatGPT. Grand public pour poser des questions. En même temps, pour moi, c'était pas une surprise non plus. Hein. Bon, on est dans le domaine, donc mais je pensais pas effectivement que ça allait. Voilà, le pari d'OpenAI de l'ouvrir au grand public, ça a été sans doute on va dire un phénomène un peu singulier et qui a surpris tout le marché. Mais quelque part, voilà, on avait bien conscience de ce qu'il pouvait y avoir dans les cartons. Là où moi j'ai pris vraiment une claque, c'est lorsque mes collaborateurs m'ont montré la capacité sur une solution non entraînée, on va dire out of the box, d'une synthèse d'une conversation téléphonique avec un sociétaire. Et alors là, je me suis dit, bon, ça, on est capable de faire ça day one, hein, parce que là je parle du début janvier, hein, de 2023, et je me suis dit là le Graal qu'on cherchait déjà depuis plusieurs années, puisqu'on utilise l'IA, comme je le disais tout à l'heure, pour traiter des flux entrants et notamment des flux audio, hein, des flux téléphoniques. Je me suis dit là on tient quelque chose d'énorme. On peut peut-être s'arrêter une seconde là-dessus. En fait, l'ancêtre de ChatGPT, il s'appelle NLP, le Natural Language Processing, et donc ça signifie d'être capable de comprendre le langage et de venir faire des filtres, des segmentations. Et donc pour une analyse d'une conversation téléphonique, c'est hyper important. Et ChatGPT finalement a cassé un petit peu tout ce qui se faisait avant, parce que ça a simplifié et ça fait le travail du NLP de façon beaucoup plus efficace, avec moins de travail préliminaire. Donc j'imagine que pour ces sujets-là, ça a dû être effectivement assez impactant. Oui, alors c'est sans doute voilà, ça bouscule beaucoup nos façons de faire, même les compétences, hein, de nos collaborateurs nouvelles à acquérir pour pouvoir s'approprier ces nouvelles technos. Ça challenge, hein, aussi notre data scientist, parce que finalement là où on était dans un cadre très maîtrisé, finalement, où les modèles d'intelligence artificielle que l'on développait jusqu'alors répondaient à des exigences d'explicabilité, de transparence, de maîtrise complète sur les données que l'on utilise pour l'entraînement de nos modèles. On se retrouve désormais avec des modèles, les fameux LLM, qui sont des modèles que nous n'avons pas entraînés, qui sont entraînés par des grands acteurs américains, et sur lesquels finalement cette maîtrise des modèles nous échappe. Et donc rien que ça en soi, c'est un peu une révolution copernicienne pour nos collaborateurs data scientists, qui de prime abord se posent beaucoup de questions finalement sur l'adoption de ces solutions avec un niveau de maîtrise qui nécessairement n'est pas le même, hein, en vrai. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est très vrai. En fait, avant, les data scientists, ils étaient owners de leur modèle. Et maintenant, il y a beaucoup de modèles, soit open source, soit par les grands américains, qui vont utiliser. Et donc, avec une connaissance un peu c'est un peu du black box. Et donc, finalement, tout le rôle du data scientist évolue fortement. Oui, c'est ça. Alors, les modèles open source, de toute façon, préexistaient, et d'ailleurs très largement. On les utilisait quasi de manière systématique. D'ailleurs, c'était un parti pris, hein, de se dire privilégions les modèles open source, développons nous-mêmes nos modèles en open source, publions-les. Ça fait partie de notre ADN finalement, hein, cette façon de travailler. Là où effectivement les LLM aujourd'hui ont la caractéristique pour la plupart d'être propriétaires.
d'être entraîné sur des données dont on ne maîtrise pas nécessairement les datasets, avec forcément toutes les questions voilà, de respect de la conformité, on va dire légale, hein, sur les jeux de données qui ont pu servir à cet entraînement. Moi, ce que j'essaye de bien expliquer, c'est que l'IA générative n'a pas nécessairement vocation à remplacer tous les modèles d'intelligence artificielle conventionnels que l'on avait coutume d'utiliser, et c'est finalement la combinaison des deux approches qui est essentielle finalement pour maîtriser globalement le bon usage de ces fameuses IA génératives. Et on se rend compte que bien souvent c'est finalement en combinant les deux qu'on arrive à finalement mitiger les risques d'hallucination, la maîtrise globalement de la qualité des réponses et la pertinence des solutions qu'on peut développer. Et donc c'est essentiel de garder cette double compétence autour de la data science. Faire de l'IA générative, c'est pas que du prompting. Alors oui, pour le grand public, évidemment, ça sert d'abord à dialoguer en langage naturel, mais lorsqu'on est dans un monde professionnel où finalement le risque d'hallucination, le risque d'avoir des réponses erronées ou approximatives doit être nécessairement maîtrisé finalement pour pouvoir avoir une relation de confiance avec les solutions que l'on propose à nos collaborateurs. D'autant plus quand on est un assureur et que on est en relation directe avec des clients, on peut pas prendre le risque d'avoir un LLM qui hallucine. En fait, le niveau de risque, il est presque zéro, j'imagine. C'est un vrai sujet. Le risque zéro en matière d'IA générative n'existe pas hein, aujourd'hui. Faut en être conscient. Hein. C'est la raison pour laquelle souvent je m'exprime de manière peut-être un petit peu réservée sur le terme d'automatisation par l'IA générative, dans la mesure où automatiser pourrait laisser penser que l'IA générative peut faire tout à la place de l'humain, là où je préfère le terme assistance, en réalité, de loin, hein, par rapport à ce sujet de l'automatisation, quand bien même, évidemment, on peut automatiser un certain nombre de choses, mais il est vrai que lorsqu'on utilise l'IA générative, il faut être précautionneux quant à son bon usage, parce que lorsqu'on l'utilise sur des réponses engageantes pour l'entreprise ou pour le collaborateur, eh bien c'est essentiel qu'il ait un regard critique, une maîtrise globalement d'abord de son métier, qu'il ne perde pas son expertise, pour pouvoir justement challenger et finalement ajuster la bonne réponse lorsqu'il est en contact avec un sociétaire et qu'il a un outil d'assistance par l'IA générative, qu'il soit pas simplement à répéter ce que lui dit l'IA, mais qu'il ait vraiment sa compétence en propre, sa compétence humaine d'abord, sa compétence, on va dire, relationnelle, mais aussi sa compétence métier pour être en mesure d'apporter la bonne réponse à la question qui lui est posée, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui m'insupporte dans la relation client aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'applications que je citerai pas, mais où j'ai plus de relation client. J'ai juste un chatbot qui, en fait, une fois sur deux, me donne pas la bonne réponse. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont servis un petit peu de l'IA pour totalement supprimer le service client. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec... on avait une promesse qui était l'IA va vous répondre en temps réel. En fait, on se retrouve avec juste plus de service client. C'est insupportable. Et donc, vous avez fait un choix fort qui était notamment de pas supprimer d'emplois et aussi d'avoir, comme tu le dis, plutôt une logique d'IA générative pour l'assistance. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est totalement sous-estimé en termes d'usage de l'IA. On parle tout le temps de productivité, de gain d'efficacité. Mais pour moi, l'IA, c'est un formidable outil pour améliorer la qualité aussi, parce qu'on analyse mieux, on peut être plus réactif. Comment est-ce que ça s'est inséré à la Maïf ? Je te rejoins. C'est déjà en tant que consommateur, moi-même, je suis confronté au même dédale des serveurs vocaux interactifs outillés par l'IA, où on sait plus comment en sortir pour parler à un humain. Et donc c'est évidemment... Caps Lock, moi ma technique c'est Caps Lock, je veux parler à un humain en majuscule, 2-3 fois, souvent ça finit par marcher. Ouais, tu vois, ça fait partie des retours d'expérience qu'on a assez rapidement implémenté dans notre SVI, hein. C'est capter cette information là, sur un canal téléphonique pour
pour s'assurer que voilà, on a bien capté que l'enjeu c'est de parler à un humain et c'est pas de parler à une machine. Ça fait partie effectivement des bons principes à avoir en tête dans la manière d'implémenter des voice bots, comme on dit, hein, des voice bots téléphoniques ou même des voice bots sur les canaux digitaux. Et oui, être attentif à l'idée que c'est d'abord l'intelligence situationnelle d'un conseiller avec un sociétaire qui fera la différence. Encore une fois, de toutes les manières, on peut aller très loin hein, en termes de entre guillemets de self-carisation hein, pour outiller à travers les canaux digitaux des premiers éléments de réponse à des questions posées par des sociétaires, mais malgré tout, il reste toujours essentiel de donner la capacité de débrayer vers l'humain à tout moment. Maintenant, le principe, c'est d'être en capacité d'offrir finalement au bon moment à la bonne personne le bon conseil et par le bon canal et finalement laisser le choix autant que possible. Certains vont préférer avoir une réponse rapide et immédiate même lorsqu'on est en heure non ouvrée comme on dit chez nous en HNO. Et donc, je peux peut-être juste réexpliquer le HNO. Alors HNO pour heure non ouvrée, hein, quand on appelle la nuit, bien effectivement à la Maïf on n'a pas de conseiller qui travaille la nuit, donc si vous appelez la Maïf, effectivement outiller un serveur vocal avec de l'IA, on ne le fait pas encore aujourd'hui hein, sur ces créneaux HNO, mais ça fait partie des réflexions qu'on peut mener pour se dire on peut peut-être apporter des premiers éléments de réponse, qualifier un besoin pour un rappel priorisé le lendemain. Ça peut être par exemple un cas d'usage qu'on peut imaginer qui apporte déjà un premier élément de service qui peut être intéressant. Encore une fois, l'IA peut se concevoir comme de plein de manières différentes, soit pour avoir une première réponse, soit pour capter un besoin, une demande, bien la qualifier pour un traitement par l'humain en mode asynchrone, c'est-à-dire en différé, ou bien pour bien la qualifier pour savoir vers quel conseiller ou vers quel gestionnaire on affecte cet appel téléphonique. Voilà, il y a différentes modalités qu'on peut imaginer finalement dans l'usage de l'IA et de l'IA générative en particulier. C'est quelque chose de très concret, de très processé. On parlait tout à l'heure de 2024 avec le fait d'avoir fait appel à des salariés pour prendre des recommandations. Comment concrètement ça s'est organisé en interne et ça s'organise en interne la data et l'IA à la Maïf? Alors là tu parles de ce qu'on appelle chez nous la convention salariée, hein, qui est un peu, on va dire, inspiré des conventions citoyennes dont on a tous entendu parler. Et en fait, c'est la direction générale hein, qui a proposé, on va dire, le principe de cette convention. Alors c'était un pari. Hein. J'avoue que moi-même je trouvais l'idée hyper intéressante en vrai, hein, et en même temps risquée parce que quand on finalement on sollicite les collaborateurs en posant une question assez large finalement, en leur disant bon ben voilà on vous forme, on a passé 2 jours pleins, hein, on a fait venir tous des grands spécialistes de l'IA pour parler du sujet, les acculturer, les former, leur faire comprendre les enjeux, les risques, les opportunités. Mais quand on fait ce genre d'exercice, on ne sait pas le résultat hein, qu'on va obtenir. Et finalement, comme la direction s'était, on va dire, engagée à prendre en compte, à écouter et répondre à ces recommandations formulées par ce cercle hein, des conventionnaires, enfin des salariés qui ont été retenus. C'était assez engageant finalement comme démarche et on a été, en tout cas, je crois tous, mais et moi en premier lieu, très surpris. Mais vraiment, hein, j'ai été bluffé par la qualité du travail réalisé en 4 jours. Hein, parce qu'on a d'abord consacré les 2 premiers jours à former, à acculturer ces collaborateurs qu'on a choisi dans toutes les directions du groupe pour être le plus représentatif avec
des algorithmes de sélection très poussés sur. C'est vrai? Oui, non, je plaisante, mais pour aller chercher différentes classes d'âge, Ok. voilà, être le plus représentatif de nos collaborateurs avec différentes sensibilités. Et donc on a mobilisé tous ces acteurs 2 fois 2 jours en fait. Ça s'est passé sur 2 séquences. Et à l'issue, effectivement, ils nous ont formulé 40 recommandations. Et je t'avoue vraiment que j'étais bluffé par la qualité des recommandations. Oui, et tu le disais d'ailleurs, je crois tout à l'heure, à telle enseigne que finalement, on les a quasiment toutes prises en compte. Il y a vraiment des choses qui sont pour moi des bonnes pratiques absolues dans ce que tu viens de dire, que nous on accompagne justement les entreprises chez iPartners à mettre en place leur stratégie, leur cas d'usage. Et d'abord c'est parti d'un sponsor exécutif fort. Tu disais c'est la direction générale qui a imposé le fait qu'on mette ça. On n'était pas sûr, mais on a testé. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est plutôt que d'attendre 6 ans avant de bouger. En fait, on a fait une certaine prise de risque, mais on a fait des choses. Deuxième point que je retiens dans ce que tu dis, c'est on a choisi des gens du terrain avec une diversité pour que ça représente vraiment les usages. Et il y a eu, dans la façon de choisir les sujets, 2 phases. Une première phase d'acculturation pour que les équipes comprennent avant de les faire travailler sur les cas d'usage. Et pour moi, cet enchaînement, il est hyper important. Souvent, on nous dit, donnez-nous les cas d'usage, on formera après. Ouais. Et en fait, non, pour pouvoir bien comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA, il vaut mieux commencer par cette partie-là. Ah, mais tout à fait. C'est bon, alors, après, c'est une culture d'entreprise. Le pari de l'intelligence collective pour faire émerger les bonnes idées. Encore une fois, je suis moi-même bluffé par les résultats que ça peut donner. Des fois, quand on joue un rôle de direction, on a l'impression que on détient, on va dire la bonne vision vue d'en haut, en se disant la direction elle est par là. Et en vrai, c'est fabuleux de voir un collectif, se travailler, se réunir et finalement soulever les vraies questions auxquelles bien souvent on ne pense pas forcément soi-même et de là sortent des idées hyper pertinentes et puis encore une fois c'est se mettre à la place des utilisateurs et il y a que eux qui sont finalement les mieux placés pour finalement définir les conditions d'une appropriation pertinente dans notre contexte. Donc, mais voilà, ça vaut pour l'IA, mais ça vaut pour d'autres sujets en réalité. Voilà. Et j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ça soit clair que c'est pas de la démagogie, c'est techniquement comme ça en fait. C'est-à-dire que l'expertise humaine d'un métier, elle n'est pas dans les algorithmes, dans les LLM. Et en fait, c'est cette connaissance humaine qui va nourrir l'IA pour faire correctement son travail. On dit pas ça parce que c'est sympa de le dire. C'est comme ça que ça fonctionne efficacement en fait. Ah mais carrément. Et c'est même d'ailleurs un vrai sujet de préoccupation puisque finalement ce genre de solution moi je viens du monde de l'informatique j'ai un parcours plutôt au sein de la DSI avant d'être rattaché à une direction métier qui s'occupe de la data et de l'IA. Alors évidemment, on travaille toujours avec les métiers lorsqu'on développe, on va dire des programmes, des solutions de systèmes d'information traditionnels. Mais en réalité, ça se passe avec des maîtrises d'ouvrage qui sont bien souvent localisées au siège, qui font des cahiers des charges. Et puis sur cette base-là, on développe des programmes avec des règles déterministes. Là où des solutions d'intelligence artificielle, ça se fait j'ai coutume de dire, avec les vrais gens sur le terrain. Mais ça veut dire travailler en côte à côte. Ça veut dire capter la réalité de l'exercice de leur métier dans leur quotidien et faire apprendre à la machine à travers finalement cette observation de l'usage par le métier dans son quotidien. Si on n'a pas cette proximité en côte à côte avec les vrais conseillers, les gestionnaires, je parle du coup pas les fonctions du siège.
parce qu'on a coutume d'appeler les maîtrises d'ouvrage. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles. Je dis juste, pour construire des solutions comme celle-ci, c'est vraiment dans une collaboration très étroite avec le conseiller, avec le gestionnaire, dans le quotidien, qu'on arrive à capter finalement cette intelligence pour pouvoir effectivement se l'approprier dans les modèles d'intelligence artificielle. C'est fondamental. C'est fondamental et pour moi, c'est le gros trou dans la raquette en 2026 dans les organisations. On a fait des formations, on a fait des audits, mais la mise en place d'une gouvernance qui parle vraiment entre les métiers et les professionnels de l'IA pour faire des projets, je vois tous les jours en fait un trou dans la raquette globalement dans beaucoup d'entreprises. C'est un vrai sujet d'actualité encore chez nous. On a beaucoup progressé, mais effectivement, la difficulté, si tu veux, c'est que les conseillers, les gestionnaires, ils sont d'abord... ils ont un vrai métier. Ils ont un vrai métier. Le métier, c'est pas de développer des solutions d'IA à la base. C'est d'abord de traiter des appels de nos sociétaires, des sollicitations. Et donc, il faut pouvoir effectivement les dégager un peu de leur activité pour nous aider à les aider, pour nous aider à développer les solutions d'IA qu'on leur mettra ensuite à disposition. Et donc, on essaye effectivement de repenser ces modalités de collaboration avec le terrain. C'est une réflexion qui est en cours. On a progressé, mais on a encore des marges de progression importantes pour développer cette collaboration étroite dans un quotidien, mais dans un temps long. C'est-à-dire que contrairement à une solution informatique classique, une solution d'IA, c'est d'abord une solution qui vit par les données, par l'apprentissage de manière régulière et permanente, ce que j'ai coutume d'appeler le maintien en conditions intelligentes. Okay. Dans le monde informatique, on parle de maintien en conditions opérationnelles de nos systèmes d'information. Et dans le domaine de l'IA, j'aime bien parler de maintien en conditions intelligentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en permanence être en capacité de monitorer, de superviser nos modèles, nos algorithmes, pour s'assurer qu'ils ne dérivent pas dans le temps, pour s'assurer que on ajuste bien on va dire le bon usage et les modèles que l'on met à disposition de nos collaborateurs au quotidien pour qu'ils ne dérivent pas, pour qu'ils restent pertinents dans le temps, pour faire évoluer nos modèles, qu'ils soient d'ailleurs internes ou externes, puisque comme tu le sais, les modèles externes, quand je parle de modèles externes, c'est les modèles qu'on achète ou auxquels on souscrit à l'extérieur. Ces modèles évoluent de manière très très régulière, à un rythme d'ailleurs qu'on a du mal à suivre en vrai. Et c'est ça qui rend la chose compliquée parce que y a non seulement le fait de parler entre des gens qui se parlaient pas forcément beaucoup, le métier et les équipes data, donc il y a ou data ou IT, mais il y a une nouvelle relation à créer dans un cadre d'innovation journalier. C'est ça. On va se dire un truc la semaine dernière et au fait tu sais ce que je t'ai dit, c'est plus pareil en fait. Il y a une nouveauté donc faut qu'on voit tout. Donc en fait ça demande effectivement un temps long obligatoire. C'est clair et c'est un choc culturel. On parle pas forcément la même langue. On se rend même pas compte à quel point on jargonne dans le monde informatique, mais dans le monde de l'IA, je t'en parle même pas. Et donc oui, c'est déjà une vraie gageure d'apprendre à se comprendre, à se connaître et finalement se mettre à la place les uns des autres pour arriver à parler un langage commun. Et ça se décrète pas. Il faut du temps. Et c'est pour ça que je te disais, on a progressé, on met en place effectivement des modalités de collaboration, on va dire sous différentes formes en fait. Ça dépend des natures d'expérimentation. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Ça dépend beaucoup aussi de relations interpersonnelles, et puis aussi de la pression que chacun peut avoir dans son métier. Donc, il faut pouvoir dégager des marges de manœuvre finalement pour nouer ces liens de collaboration dans un quotidien qui est souvent chargé pour tout le monde. Et on a eu une habitude dans la tech, en tout cas moi je sais que il y a encore 10 ans c'était bien vu
de complexifier le langage parce que ça faisait très tech. Et nous, on a pris un engagement très fort dans la façon dont on travaille. C'est un expert IA, c'est quelqu'un qui explique simplement l'IA avec des mots faciles, qui déjargonnent. Et en fait, on se rend compte à quel point faire ce travail-là, ça empower les équipes vraiment, parce qu'une fois qu'elles ont compris, une équipe métier qui a compris qu'en fait un MCP c'est une multiprise ou que un LLM c'est juste un modèle d'IA qui comprend du langage et qui sait en faire, bah, elle se sent en fait forte et capable du coup de retranscrire ça dans son métier du quotidien. Et juste ça, parfois, ça débloque beaucoup de choses. Ouais, c'est une vraie gageure. Et on n'en est souvent pas suffisamment conscient. Hein, se mettre d'accord sur un vocabulaire commun, avoir une acception partagée globalement des termes qu'on utilise et si possible sans trop jargonner pour voilà se comprendre. C'est un sujet qu'il faut sans cesse garder à l'esprit en fait. Hein, ouais. Bien sûr. Sur les prochaines années, 2027 l'an prochain, 2030 dans 4-5 ans, est-ce que vous avez déjà identifié à la Maïf des chantiers, des objectifs phares quels sont un peu le terrain de jeu des prochaines années? Alors on est en pleine réflexion sur notre futur plan stratégique. Là on est en fin de plan stratégique qui s'appelle Régénération aujourd'hui et qui s'achèvera en fin d'année. Donc ça signifie que depuis le début de cette année, on a une réflexion très active autour de notre plan. On est sur des plans à 4 ans. Hein. Okay. 4 ans hein, dans le monde de l'IA, c'est un futur très lointain. C'est un futur futuriste. On peut pas prendre d'engagement dans le marbre quoi à 4 ans. On n'en sait rien en fait. Quand tu vois ce qui s'est passé en 4 ans. À quel point les modèles, on s'en rend pas bien compte, hein, peut-être quand on n'est pas dans ce domaine-là, mais quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à il y a 4 ans, qui saura dire dans 4 ans là où on pourra en être, on voit bien des grandes tendances et des grandes lignes. Alors évidemment, je vais pas dévoiler aujourd'hui, d'abord parce que le plan stratégique n'est pas rédigé, il est en pleine réflexion, mais il y a nécessairement des axes qui se dégagent avec forcément des enjeux assez forts hein, autour de l'IA générative. C'est évidemment pas le seul enjeu, mais l'IA au service globalement de nos collaborateurs ou de nos sociétaires est évidemment au cœur de nos réflexions. Ok. Et en termes d'outils, vous avez déjà pris des choix forts parce que tu disais 4 ans, en fait, il peut se passer plein de choses. C'est dur de se positionner. Est-ce que les équipes ont été équipées est-ce que vous restez encore en phase d'observation Alors, le choix qu'on a fait assez vite, hein, dès la fin 2023, même et de manière très proactive dès 2024, c'est de généraliser la mise à disposition des IA génératives bureautiques. Hein, j'appelle ça comme ça. C'est en gros ce que j'appelle l'IA pour tous, à la disposition de tous les collaborateurs sur la base de copilotes. Hein, puisque chez nous on est outillé par la suite Office 365 et donc finalement out of the box, on a directement le copilote web finalement à disposition de tous les collaborateurs, donc la solution de Microsoft, dans notre tenant Azure qui nous est propre. Hein, donc on est dans un environnement sécurisé au sens où les données qui sont utilisées pour prompter avec Copilot Web restent évidemment dans notre environnement Maïf sans donner la capacité à on va dire à apprendre à des modèles qui échapperaient à notre maîtrise. Donc effectivement, on a fait ce choix-là de finalement déployer Copilot Web à l'échelle, d'abord dans un souci d'acculturation en vrai, pas pour des enjeux de productivité mais ne serait-ce que pour comprendre, ça rejoint le sujet qu'on évoquait tout à l'heure et qui est encore d'actualité parce que finalement si on raisonne à l'échelle d'une grande entreprise de près d'une dizaine de milliers de collaborateurs, on voit bien qu'il y a les early adopters qui sont partis billes en tête et qui ont adopté
très rapidement ce type de solution pour développer leur propre agent, ou, d'autres qui sont plutôt dans une forme de prudence, d'autres dans une forme d'inquiétude. Et donc faut déminer en fait tout ça, faut accompagner. Donc le premier enjeu pour moi de ce déploiement de cette IA générative bureautique, c'est d'abord effectivement de former, de s'acculturer et puis avec l'idée d'encourager dans un usage si possible maîtrisé. Et ça permet, on va dire en douceur, de passer des consignes, sur des bonnes pratiques, des bons usages qu'on essaye effectivement de suivre et de superviser pour faire en sorte que finalement ça soit l'affaire un peu de tous, qu'on laisse pas sur le bord de la route des collaborateurs avec une tête de peloton, une queue de peloton. Hein. Donc effectivement c'est le choix qu'on a fait. Ok. En second lieu, on a déployé également Copilot au 365, hein, donc ça c'est la version, on va dire un peu plus évoluée, qui permet d'intégrer, qui est intégrée dans tous les outils bureautiques de Microsoft, hein, dans Teams, dans Word, dans PowerPoint. Pour le coup, ça, on ne l'a pas déployé à l'échelle de tous les collaborateurs, on l'a déployé à peu près sur 500 collaborateurs aujourd'hui. Avec des retours contrastés dans un premier temps. Hein, l'intégration n'était pas forcément au rendez-vous. Un coût de licence aussi quand même très important, hein, puisque ça triple quasiment le coût des licences Microsoft sur un poste de travail. Donc voilà, c'est une équation économique qui est pas complètement évidente à résoudre, mais qui, on le voit, apporte quand même des possibilités, on va dire une valeur ajoutée pour certains métiers effectivement très intéressante. Ouais, ce point il est crucial, hein, de savoir à qui est-ce qu'on déploie la licence, quel usage en sera fait, et monitorer aussi l'usage, parce que finalement les coûts sont tels que on peut pas, on fait ce qu'on veut, mais déployer sur l'ensemble des collaborateurs dans des grandes entreprises, c'est extrêmement compliqué en termes de coûts, et donc faut bien choisir, bien mesurer. C'est ça. Et, la difficulté, c'est que ce type d'outil et finalement les usages autour de l'IA générative, ça concerne tous les métiers, quasiment. Alors, peut-être moins les jardiniers. On a des jardiniers chez nous, mais encore, ils l'utilisent sans doute aussi. Je n'en sais rien, mais pour dire que ce qui est effectivement un vrai défi, c'est d'embarquer tout le monde et forcément que ça pose la question de l'intensité de l'effort et de l'accompagnement qu'on doit opérer finalement par rapport à chacune des typologies de métiers, de compétences. Les besoins de certaines compétences ne sont pas nécessairement les mêmes d'un métier à l'autre en réalité. Donc il y a toutes ces réflexions effectivement qui sont complexes parce que finalement très très horizontales, ça concerne toute l'entreprise. Donc à fédérer, à coordonner, à embarquer, encore une fois, c'est une aventure collective cette affaire-là. Et ça se décrète pas. Faut que ça puisse venir au maximum du terrain, les bonnes initiatives, les bonnes pratiques, et avec l'idée justement d'essayer de développer à travers notre réseau social d'entreprise, justement essayer de fédérer, d'encadrer finalement les bonnes idées des uns pour les faire bénéficier aux autres. C'est un peu ça l'enjeu en fait, hein, de l'appropriation. Je sais que tu as un agenda serré, donc on va conclure. Moi, déjà merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment très éclairant, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Moi, ce que je retiens, si j'essaie de résumer très très synthétiquement, mais c'est l'intelligence collective comme moteur de l'intelligence artificielle. 2, une adoption en phase. D'abord comprendre, et puis ensuite agir, mettre les cas d'usage. Et puis au-dessus, une gouvernance qui permet en fait de vérifier qu'on a un usage qui est éthique, qui est efficace. Et donc à l'avenir, pour la Maïf, c'est mettre en place une stratégie sur les 3-4 prochaines années avec des cas d'usage ancrés dans ces valeurs de l'intelligence collective et l'humain au centre. Est-ce que c'est juste, et est-ce que tu veux rajouter quelques éléments pour finir? Alors, oui, c'est tout à fait juste. Et voilà, peut-être
Pour conclure, simplement indiquer que l'IA, ça n'est qu'un outil, un nouvel outil parmi d'autres. Est-ce que c'est un effet de mode? En tout cas, ça risque d'être une mode qui va durer un moment. C'est notre pari aussi. C'est vrai que il y a un peu un effet médiatique, un effet de buzz qui pourrait donner le sentiment que, on va dire, les choses vont se faire de façon très très rapide. Alors c'est vrai que les transformations s'opèrent sans doute plus rapidement que l'installation de la micro-informatique, par exemple, qui s'est fait sur peut-être plus d'une vingtaine d'années, là où quand on est sur le temps de l'IA, on voit bien qu'on est sur une forme d'accélération très très importante, mais ne pas oublier que l'IA, c'est d'abord un outil au service des collaborateurs, au service de l'humain. Et finalement, j'aurais envie de nous dire que on aura réussi finalement à adopter l'IA si ça se fait au service du lien entre l'humain et finalement les outils que l'on utilise pour promouvoir le lien entre nos conseillers, nos gestionnaires et nos sociétaires, et puis le lien entre nos collaborateurs eux-mêmes finalement, dans tous les métiers qu'ils exercent au quotidien. Voilà. Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup pour ton temps, c'était génial et écoute, à très vite. Merci.